Sur ce plateau pour la causerie de ce matin, Isaac Adjé, bonjour. Bonjour Lali Sossou, chers téléspectateurs, bonjour. Oui, journaliste ici à la rédaction de E-Télé. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Lali. Voilà, journaliste au quotidien Les Pharaons. Merci d'être là. Le gouvernement béninois envisage de confier une partie de la gestion du personnel enseignant, notamment les agents non permanents de l'État, à des agences privées de placement. Gabin Goubi, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, ce qu'on peut comprendre, c'est que le gouvernement veut désormais associer les structures en charge de ressources personnelles, de ressources humaines, oui, au secteur de l'enseignement. Vous avez vu que la dernière option du gouvernement de combler le déficit observé dans le domaine de l'enseignement a eu quelques pépins dans son application, parce que la mesure est intervenue en pleine année scolaire et ça a perturbé un tant soit peu les activités académiques au niveau des établissements publics et autres là. Donc pour éviter se prémunir contre ces cas de surprise et autres là, le gouvernement s'est dit bon, il faut peut-être pour mieux gérer le flux, parce que la demande au niveau du secteur de l'enseignement est assez forte. Il faut peut-être associer des structures qui déjà ont une expertise en matière de recrutement de personnel de ressources humaines, ce qui existe déjà dans le privé. Vous savez qu'il y a des entreprises privées, avant d'y travailler, vous devez forcément passer par des agences de recrutement qui emploient des ressources humaines, qui ont connaissance déjà du profil auquel dont ces entreprises demanderaient, si je veux m'exprimer ainsi, ont besoin. Donc l'État veut faire cette expérience-là, et je crois que c'est... il faut expérimenter cela aussi pour voir les résultats que cela va donner. Toujours est-il qu'il faut que la qualité et puis le souci de rendre plus performant notre système éducatif, que ces objectifs-là soient atteints. On va y revenir, oui, certainement. Certainement. Isaac Adjé, est-ce que c'est seulement le côté de la gestion du nombre ou c'est la seule raison qui motive le gouvernement à vouloir prendre cette décision? Je dirais tout de suite que ce n'est pas seulement la gestion du nombre. C'est vrai que quand je prends le monde de l'enseignement, c'est beaucoup plus un domaine qui consomme tellement de main-d'œuvre. Oui. Alors, mais je pense pour ma part que c'est beaucoup plus un souci de qualité. Alors, ça veut dire quoi? Il y a une certaine réorganisation du système. C'est un avis à manifestation d'intérêt, donc vous souscrivez quand vous êtes retenu en tant que structure. Et dans le contenu, c'est que vous devez justifier de la qualité du personnel que vous voulez garantir. Et ça veut dire quoi? Ces structures-là qui auront un contrat avec le gouvernement seront évaluées par rapport au personnel qu'ils mettent à disposition pour assurer, je ne sais pas, l'enseignement au Bénin. Alors ça veut dire quoi? Si vous ne donnez pas un personnel de qualité, si vous ne fournissez pas un personnel de qualité, ça veut dire quoi? L'année qui va suivre, ça dépend de la durée du contrat justement, vous pouvez ne pas bénéficier on peut ne pas vous renouveler bien sûr le contrat. Donc ça veut dire quoi? Les gens ont intérêt à faire un travail interne. Je parle, quand je dis les gens, ces structures justement ont intérêt à faire un travail interne, c'est-à-dire évaluer la qualité de ceux-là qui viennent. Il ne suffit pas de présenter le diplôme et de dire que je suis qualifié en SVT, j'ai une maîtrise ou un master, un BAPES en philosophie. Pour qu'on vous recrute tout de go, il va falloir peut-être faire appel à des compétences, des CP ou des professeurs ou des inspecteurs des matières pour évaluer déjà la compétence et la pédagogie de ceux-là. On peut avoir le diplôme et ne pas avoir la pédagogie, alors qu'ici il s'agit de la pédagogie. Donc il faut voir, est-ce qu'ils ont l'aptitude à transmettre le savoir, et c'est après ça que ceux-là peuvent recruter, et en ce sens-là ils pourront mettre un personnel de qualité et compétent à disposition de l'enseignement. Mais est-ce que le gouvernement est incapable de gérer cette situation au point où il doit faire appel à des structures privées pour le faire? Je pense que c'est par un souci de qualité, justement. Pas que l'État ne peut pas. Il y a suffisamment du personnel. Il y a les directeurs d'école qui sont là. Ils ont recruté tout récemment des inspecteurs pour suivre ce que les enseignants font sur le terrain. Mais il y a que ça ne suffit toujours pas. Il faut toujours penser à réorganiser. Et parce que ça veut dire quoi? Le privé met plus de rigueur quand il a une gestion.
parce que lui, il voit son intérêt. Le privé, c'est un capitaliste. Il se dit, alors, vous avez obligation de résultat. Et là, vous avez intérêt à mettre le paquet pour aussi non seulement mériter votre place, mais pour que la structure qui vous emploie aussi puisse toujours exister. Très Donc, bien. je pense que c'est une bonne réforme. Voilà, Gabin Goubi, il y a également les charges salariales. Il y a un seuil que le gouvernement ne peut pas dépasser. Oui, tout à fait. Je crois que le gouvernement a déjà pris les dispositions dans ce sens. Parce que quand on lance un avis à manifestation d'intérêt de ce genre-là, c'est sûr qu'on a déjà réfléchi, on a déjà mûri la décision et qu'on connaît réellement les implications, c'est-à-dire ce que ça pourrait engendrer en termes de coût pour l'État. Donc l'État est habitué déjà à employer du personnel, il sait déjà à quoi s'attendre. C'est vrai que compte tenu du fait qu'on sollicite maintenant les structures ou des agences privées, ça va peut-être générer un peu plus d'efforts. Mais l'essentiel, c'est le souci de la qualité du résultat, comme l'a dit le confrère tantôt. Et je sais que les structures qui seront recrutées ont déjà l'expertise qu'il faut, ne sont pas des moindres, parce que déjà dans l'avis, la manifestation d'intérêt qui a été rendue publique pour cela, on a défini des objectifs spécifiques à ces agences-là, à savoir garantir soit la disponibilité du personnel, faire en sorte que ces personnels-là parviennent à améliorer le système éducatif. Et puis il y a des évaluations qui seront faites progressivement pour en quelque sorte avoir une idée de la prestation, de ce que feront les enseignants qui seront recrutés. Donc il y a un certain nombre de choses qui seront attendues. Donc je ne veux pas ici penser que bon, ce seraient des gens qui vont recruter des copains, des amis qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas le background. Et c'est aussi cela l'inquiétude. Certains l'expriment déjà. J'ai entendu certains syndicalistes parler de ça. Et c'est tout à fait légitime. Il ne faudrait pas qu'en voulant améliorer une situation, on aille encore rentrer dans les travers. Donc il faudrait réellement que ces structures-là fassent le job comme on le dit, pour que ce soit des personnes qui ont déjà le profil, le background, parce qu'il faut privilégier des enseignants. Il ne faudrait pas aller dans un souci peut-être de contenter des gens, de se faire des amis, aller prendre ceux-là qui n'ont vraiment pas le profil, qui n'ont reçu aucune formation pédagogique, qui ne sont pas habilités réellement à encadrer des apprenants. Et effectivement, parlant de la prise en compte des personnes qui sont plus habilitées à faire le travail, il y a également les ACE 2008. Oui, il y a les ACE 2008. C'est vrai que ceux-là sont déjà dans le... Ils ont eu à déjà faire leur preuve. Et là, le communiqué parle de personnel non agent permanent de l'État. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ceux qui ne sont pas APE. Maintenant, est-ce que cela concerne les ACE? C'est ça. On a encore besoin plus de précision parce que il y a environ un an, il y a un recensement qui a été fait des ACE et en ce temps-là, on disait que ce sera désormais des structures privées qui vont la gérer. Je pense que les ACE ne sont pas encore agents permanents de l'État, donc ils sont dans le lot. Et non seulement les ACE, mais les aspirants aussi seront dans ce lot-là. Et je pense que ça permettra, parce que certains ACE, et ça crée même une guéguerre entre les ACE et ceux qu'on appelait en temps vacataires. Je veux parler des honoraires. Parce que déjà, ils ont un salaire garanti, 12 mois sur 12, ils ont des avancements, ils se disent que ce sont eux qui maîtrisent. Alors que dans la pratique, quand on fait recours au diplôme, la plupart de ces ACE-là sont entrés dans la profession avec le bac, le duel pour la plupart. Rares sont ceux-là qui ont la licence. C'est progressivement que l'État a mis de l'argent pour les former et faire une formation professionnelle. Alors que les jeunes qui quittent nos universités, eux, ils vont sur le terrain avec... ils ont suivi la formation réellement et c'est beaucoup plus la licence, la maîtrise, et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont le BAPES, le CAPES. Ça veut dire quoi? A priori, on peut dire l'expérience peut manquer, mais ils ont la connaissance requise. Parce que quand on prend les ACE, je mets à défi, si on fait les statistiques, vous verrez que beaucoup ont le bac
cru et le duel avant d'entrer dans la profession. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller à cette réforme-là parce qu'on veut la qualité. Mais confier la gestion à une structure privée ne veut pas dire que l'État n'a pas un droit de regard. Justement, l'État a un droit de regard parce que ces structures auront un cahier de charges et ont obligation de répondre aux attentes de l'État. Donc, du coup, moi, je pense que tout irait mieux et chacun va se donner au travail comme il le faut. Quels seraient les impacts directs sur l'école béninoise? Les impacts, c'est d'abord précisé dans les objectifs un peu, c'est que ça améliore un peu la qualité du système éducatif. C'est-à-dire l'État ne veut pas être sous cette pression-là où il y a on est obligé de colporter des gens, tout ça. J'ai entendu la dernière fois le directeur général de l'agence de promotion de l'emploi, la NPE, qui à travers une émission qu'il a donnée sur une chaîne de télévision, a fait un peu le point du recrutement des aspirants qui est intervenu récemment. Il paraît qu'il y a encore certaines zones où il y avait encore de la demande est forte, notamment il parlait de la Liborie et autres zones de la partie du nord. Donc l'État était embourbé dans cette option-là. Il y avait un peu trop de pression de sang. Donc on veut réellement prévenir parce que déjà les dossiers sont entendus pour janvier, donc c'est pour prévenir l'année scolaire. Donc on fera un état de ce qu'il y aura à faire comme en termes de besoins en personnel au niveau des établissements concernés. Et déjà, même avant la prochaine rentrée, on va les déployer au niveau de ces établissements-là. Donc c'est le souci d'abord de ne pas être confronté à la situation qu'on a vécue assez récemment. L'autre chose, bien entendu, c'est la qualité, parce qu'il faut attendre de ceux qui seront appelés que ce soit des vins réellement qui répondent réellement à la mission. Et je sais compter sur les entreprises, les agences privées là pour faire ce travail, parce que si il y a eu une volonté manifeste dans certaines entreprises aujourd'hui de confier la gestion à des privés, c'est le souci d'avoir des résultats. Et je sais que les privés ont déjà cela à cœur et ils sauront faire le travail comme on le souhaite. Certainement, oui. Peut-être un complément, parce qu'il y a que ces structures ou cabinets-là ont à justifier aussi, c'est-à-dire de leurs compétences eux-mêmes d'abord, parce qu'on demande leur CV et on demande des preuves de leur expérience. Alors ça veut dire quoi? Si vous êtes bon et vous recrutez un médiocre, ça veut dire que vous êtes nul. Alors ça veut dire qu'ils ont intérêt à recruter un personnel qualifié qui peut faire le job, comme on le dit. C'est ça. Et effectivement, les parents d'élèves également pourront souffler un tant soit peu, parce que quand il y a un manque d'enseignants, c'est les parents d'élèves qui, à gauche, à droite, cherchent à trouver celui peut-être qui a les moyens, les outils pour venir. Oui, tout à fait. Moi, je dirais aux parents que c'est l'occasion pour eux de continuer à faire de continuer à faire confiance au gouvernement. Parce qu'un gouvernement qui, quand même, depuis quelques années, obtient des résultats plus ou moins encourageants à l'issue des années scolaires qu'on a vécues. Et si ce gouvernement-là, en plus des résultats quand même qui ont été obtenus aux différents examens, en plus de toutes les réformes qui ont été entreprises au niveau du secteur de l'éducation, si le gouvernement a encore le souci de la qualité, de l'amélioration des performances, c'est que ce gouvernement-là est réellement conscient de ce que les parents investissent dans l'éducation de leurs enfants et ce que chaque parent attend, un parent responsable, c'est le résultat. Donc si le gouvernement, c'est-à-dire on veut plus de résultats, on veut plus booster le taux de réussite aux examens, le passage en classe et autres, là, tout ça, je pense que c'est le moment plus que jamais pour les parents de voir que leur préoccupation, qui est celle de la réussite de leurs enfants, est portée par le gouvernement, et on ne peut que s'en réjouir. Très bien. Et nous allons poursuivre cette causerie et nous allons parler développement agricole. Cette fois-ci, l'État qui débloque plus de 70 millions de francs CFA et l'investit dans les collines. Isaac Adievou, qui aviez fréquenté assez et cette zone-là, qu'est-ce que ces 70 millions peuvent apporter à l'agriculture béninoise? Je crois que c'est un pactole. Oui. Et injecter de l'argent dans cette localité du Bénin, je pense que ce n'est pas
le fruit d'un hasard, c'est un travail qui a été pensé, qui a été mûri. Alors, je pense que avant toute politique de développement a besoin de planification, comme je le dis, il faut se baser d'abord sur vos potentialités. Potentialité en matière de ressources humaines, potentialité en matière de terres, parce que nous parlons agriculture, les terres. Alors, quand je parle de ressources humaines, je pense que la grande partie de la population béninoise fait de l'agriculture. Et quand je prends ces zones-là, c'est beaucoup plus cette localité, les collines, c'est beaucoup plus le commerce et l'agriculture. Donc, c'est bien pensé et je crois à travers le PADAC. Donc, c'est un projet de développement de l'agriculture dans les collines. Je pense qu'il faut développer ces localités-là parce qu'il y a des terres. Quand je vois les collines, il y a assez de terres cultivables là-bas. Quand je prends par exemple Ouessé, mais il y a de la terre cultivable. Quand je prends aussi les zones de Diabata, de Ibodia, je vous jure, c'est quand on ne veut pas travailler qu'on ne va pas à la terre là-bas, parce qu'il y a de la terre cultivable. Pour preuve, il y a certaines sociétés qui vont s'installer, il y a des Indiens qui occupent des terres là-bas aujourd'hui pour produire de la tomate, de milliers d'hectares. Donc ça veut dire quoi? C'est bien pensé. L'État est en train de donner un pouvoir, un accompagnement à cette population-là qui aujourd'hui, mieux qu'hier, se mettent en association, en groupement et bénéficient de ces appuis-là. Il suffit donc que vous soyez en association, vous justifiez de ce que vous produisez. Il y a du personnel qualifié qui vient voir justement là où vous travaillez. Et dans les collines, quelles sont les cultures qui sont favorables? En fait, les terres sont favorables à quelle culture? Dans les collines, les terres sont favorables à la culture du manioc, du maïs et quand j'ai parlé du manioc, du maïs, du soudja et beaucoup plus l'acajou, parce que la meilleure qualité de cajou au Bénin provient de ces localités-là, la bonne qualité. Et déjà, quand je prends par exemple le maïs, il faut dire que le Bénin, je crois, l'information date de mars 2019, a fait plus de 600 000 tonnes de réserves en matière de production. En tout cas, tonnes par rapport à ce qu'on consomme, la consommation domestique. Donc, ça veut dire quoi? Les gens produisent en grande quantité. Donc, il y a aussi le manioc. Cette population-là consomme beaucoup même le manioc ou bien tout ce qui est raciné tubercule. Quand je prends par exemple de l'igname, vous voyez, c'est à Savalou qu'on fait la fête de l'igname, Savalou, Glazoué, toutes ces zones-là. Donc, les gens cultivent, ça va jusqu'à la latitude de Okonfo. Quand vous allez au niveau de ces zones-là, les gens cultivent beaucoup plus les racines et tubercules et les céréales secs. Et je pense que tout ça là, c'est ça qui permet d'alimenter la population, ce que j'appelle justement consommation domestique. Et nous avons des réserves, quand bien même les gens se plaignent pour dire qu'il n'y a pas l'argent, ils mangent à satiété parce qu'il y a de quoi se nourrir. Très bien. C'est 70 millions, c'est plus de 70 millions investis par le gouvernement. C'est essentiellement pour les structures privées. Oui, on a parlé. Qu'est-ce que cela voudra dire? Oui, c'est dire qu'on veut booster, l'objectif c'est de booster la productivité de ces promoteurs privés-là. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, il faut le dire, c'est un secteur qui est en pleine expansion, en pleine, comment je vais dire, en plein développement. Et le chef de l'État actuel, beaucoup de projets viennent de ce secteur-là. Et on sent qu'il y a une attention particulière qui est accordée au secteur agricole. Et pour compléter un peu ce que le confrère a dit, il faut saluer cette vision du gouvernement à accompagner ces producteurs-là. C'est vrai que il n'y avait pas, on leur a donné un certain nombre d'équipements. Il faut insister sur les équipements, parce que c'est les équipements, les appuis qui leur ont été apportés. Et ils ont reçu, c'est un projet qui concerne beaucoup plus les collines et c'est l'appui qui leur a apporté, qui leur a été apporté à travers les équipements offerts. Ça permettra non seulement d'atteindre les résultats fixés pour le secteur agricole, mais ça permettra également
de booster, c'est-à-dire booster la productivité, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire de façon manuelle avec des méthodes archaïques. Oui. Désormais, ce sera de façon professionnelle. Et puis, le temps, même pour mettre en terre les choses, c'est facile, les thèmes techniques, ça permettra de réduire tout ça. Donc, les efforts seront amoindris, ça permettra d'avoir plus de résultats en un temps relativement court. Donc je salue cette option-là. Oui. Il ne faudrait pas, pourquoi pas, ne pas l'étendre. Voilà, comme on va compter sur l'appui de l'Agence française pour le développement qui a appuyé ce projet-là pour que ça soit étendu à d'autres développements pour les encourager, pourquoi pas, dans la productivité. Oui, comme il le disait, à part les collines, il y a d'autres départements, notamment la vallée. Oui, il y a la vallée de Lomé. C'est pourquoi je dis quand on fait le répertoire de potentialité, il y a tellement, il y a la vallée de Lomé où les gens, il y a des terres. Donc il faut justement un programme d'accompagnement et cela a déjà commencé par le PADAC et le GIC qui travaillent dans les collines. Je pense qu'il y aura autre forme quand même de ces structures-là qui vont impacter, insuffler le développement agricole dans les autres localités du Bénin parce qu'il y a des localités qui sont propices pour la production de tomates, pour la production de palmiers à huile et ainsi de suite. Donc il faut développer cette pôle agricole-là à travers un accompagnement technique parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce n'est pas fait comme le passé où on remettait l'argent en jeu, on dit aller à l'agriculture. Mais aujourd'hui, l'accompagnement est beaucoup plus matériel. On vous donne les moyens d'aller vite dans ce que vous produisez. Et je pense que c'est une forme de mécanisation de l'agriculture, un accompagnement à aller vite. Et je crois que c'est ce qu'il faut. C'est ça. Merci beaucoup Isaac Adji. Vous êtes journaliste ici à la rédaction de ETélé. Merci d'être passé. C'est vrai. Voilà, merci également à vous Gabin Goubi. Merci. D'être venu et agréable journée à vous.